Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire, donc notre atelier en ligne sur la rénovation énergétique, les étapes incontournables, présenté donc par la Maison Énergie et l'Agence locale de l'énergie ce soir. Moi, je suis Johannes Jonck, conseiller énergie France Rénov', et je suis ce soir accompagné par mon collègue Antoine. Je te laisse vite présenter. Et donc, de la même manière que Johannes, Antoine Alberto, conseiller à l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise. Donc Antoine et moi, on est conseillers aujourd'hui sous donc chacun sa casquette qui France Rénov' pour le territoire de la métropole marseillaise et moi pour la partie Pays d'Aix et Pays Salonnais. Et on a le plaisir de vous proposer ce soir un webinaire sur donc les étapes incontournables. C'est un sujet un peu vaste, on est bien conscient. On a essayé de le résumer un peu avec notre expérience au quotidien, les différentes étapes importantes pour les particuliers. Donc, on a différencié donc, entre préparer, financer et engager et bien évidemment suivre et finaliser son projet. Et on a même un exemple pour vous, pour mieux vous montrer à quoi ça consiste. Et vu les circonstances aujourd'hui, avec depuis la crise en Ukraine et la hausse des prix, je pense que tout le monde est conscient qu'il faut agir dans le bon sens pour améliorer son bâtiment. Alors, on va démarrer, donc je laisse la parole à Antoine. Ah, pardon, je commence d'abord sur la partie service public. Nos deux structures, on s'occupe plutôt sur l'accompagnement des particuliers, c'est le volet technique mais financier. Mais vous avez aussi l'ADIL, donc des collègues juristes qui s'occupent de la partie juridique et fiscale aussi, que vous pouvez aujourd'hui solliciter si vous avez un projet de rénovation. Et sur le territoire de la métropole, donc aujourd'hui on est sous le vous pouvez nous joindre sur le numéro unique de Allo Renouvel Énergie. Et donc, selon votre code postal, vous êtes donc dirigé vers moi ou Antoine et nos collègues pour l'accompagnement des particuliers, mais aussi l'accompagnement des copropriétés. On organise, on fait de l'animation territoriale avec des événements comme ce soir ou des conférences, des grands événements, des forums, etc. Bon, on ne va pas trop perdre le temps sur ça et je laisse la parole à Antoine pour le début. Comment, Antoine, il faut préparer un projet de rénovation? Exactement. Donc, bonsoir à tous. Alors, normalement, si vous êtes là, et en général, la plupart des gens qui viennent, qui nous appellent, c'est que tout reste à faire. Vous êtes juste dans l'idée ou le besoin de faire quelque chose. Et à moins d'être du métier ou d'avoir quelques éléments, on ne sait pas trop par où commencer. Donc, tu peux enchaîner sur la prochaine. Donc, le meilleur moyen, a priori, de bien commencer, c'est peu importe le projet, que ce soit de la rénovation ou dans notre vie, c'est de se faire accompagner. Là, c'est pareil pour la rénovation énergétique. Donc, le meilleur moyen, se faire accompagner, en l'occurrence par un service public neutre, par une entreprise privée, peu importe, mais on se fait accompagner. Donc cet accompagnement, on peut le découper, on va dire, en 4 premières étapes. Donc l'analyse des besoins, l'analyse du logement. Ensuite, on va avoir une partie où on va commencer à hiérarchiser ces besoins de travaux, de quelle manière on les aborde. Évidemment, le contact avec les artisans, obtenir des propositions, des devis, des avis techniques. Et une 5e qui nous sera présentée donc par Johannes, qui sera le financement, la budgétisation, donc on verra plus tard. Donc si on commence par l'analyse des besoins, Johannes, merci. Donc la première étape, on se pose, ou en tout cas on essaie de se poser les bonnes questions. Donc quels sont mes besoins, ceux de mon foyer? Est-ce qu'on a trop chaud, trop froid? Est-ce que la maison est trop humide? Quels sont nos besoins?
Voilà, ça peut être lié à des critères de performance qu'on doit respecter parce qu'on est propriétaire bailleur, etc. Il y a une foule de questions à se poser. Et dans la même lignée, quelles sont nos motivations? Quelles sont nos contraintes? Quelles sont les priorités du foyer? Quels sont, en tout cas, comment ces besoins vont-ils évoluer? Et au final, donc les principales raisons qui vont pousser un ménage à vouloir améliorer son logement sont résumées sur le petit graphique que vous voyez en bas de diapositive. Et ça va se résumer donc à, en général, soit réduire ses factures, soit vouloir valoriser son patrimoine, améliorer son confort, les futures réglementations, et avec un peu d'espoir, notre conscience écologique. Et une autre question, donc, c'est notre habitation peut-elle ou doit-elle être adaptée? Mais ici, on est déjà dans l'analyse du logement. Et la prochaine diapo. Donc, en ce qui concerne l'analyse du logement, donc quand on parle de rénovation énergétique, on va distinguer et pouvoir agir sur 6 postes de travaux principaux. Donc, l'enveloppe, le sol, les murs, la toiture avec les menuiseries, la ventilation, le système de chauffage et l'eau chaude sanitaire. On va inclure également les interactions avec l'extérieur, donc les pompes thermiques, l'étanchéité, l'immigration de vapeur d'eau, etc. Donc, ces différents postes, selon les besoins et la configuration de la maison, pourront être améliorés en une opération ou plusieurs. Ce sera le distinguo entre rénovation globale et rénovation phasée. Et c'est ce que nous allons voir dans les prochains slides. Donc, si on passe à la suivante. Donc, on va pouvoir attaquer l'état des lieux. Une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, une fois qu'on a connaissance de ces différents postes, comment savoir sur lesquels agir? Meilleur moyen, en effectuant l'état des lieux du logement. Donc, pour ça, on va avoir, disons, 3 outils, 3 moyens. Donc, le DPE, l'évaluation énergétique ou l'audit énergétique. Si vous avez un DPE en votre possession, vous allez pouvoir vous projeter à minima sur les recommandations faites sur celui-ci. Donc, selon votre étiquette, vous allez avoir des propositions de travaux, etc. C'est très souvent un bon point de départ. En tout cas, déjà, pour venir échanger avec nous. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'on peut modifier ces travaux-là? C'est en général un bon point de départ. Petite parenthèse concernant l'évolution de la réglementation. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui se posent cette question, qui sont dans ce cas-là. La réglementation autour du DPE. Vous pourrez retrouver plus de détails sur cette partie-là sur un récent webinaire. Je ne sais pas, on pourra peut-être partager le lien. Je crois que la vidéo est présente en tout cas sur YouTube. Donc, sur sortir son logement de l'étiquette F et G. Donc, qui devrait concerner en l'occurrence les propriétaires bailleurs. Donc, si on passe à l'évaluation énergétique, donc celle-ci pourra se faire avec votre conseiller France Rénov', des cabinets d'études, des outils en ligne, il y a beaucoup de solutions. La meilleure approche, ce sera avec votre conseiller France Rénov'. C'est dans tous les cas un document qui n'a pas de valeur juridique et qui, dans l'absolu, sera un peu plus précis qu'un DPE, voire beaucoup plus précis. Je vous explique comment ça se passe. Quand vous prenez contact avec France Rénov', donc vous allez être mis en relation avec un conseiller. Vous allez déterminer vos besoins et selon les cas, en l'occurrence, lorsqu'on estime des gains énergétiques d'au moins 35% avec plusieurs postes de travaux, on va pouvoir se déplacer, effectuer une évaluation de votre logement. Et tout ça, ça va vous permettre en fait de vous projeter dans vos choix, dans la réalisation des travaux. On va définir les gains énergétiques, le gain en confort, bien sûr. On va également vous fournir une approche économique avec un calcul des aides, une estimation du coût des travaux, le retour sur investissement. Concrètement, c'est quasiment un maquettage financier de ce qui vous attend, en tout cas de vos travaux. Mais Johannes va nous parler de ça en détail plus tard et en l'occurrence avec un exemple en fin de présentation. Et donc, dernier moyen, l'audit énergétique. Donc, celui-ci est obligatoire dans le cadre de MaPrimeRénov' Rénovation Globale.
Ici, si tout va bien, vous devriez avoir des éléments précis de performance, de gain énergétique, etc. C'est un peu la même chose qu'une évaluation, mais celle-ci a une valeur juridique et c'est sur ce document que viendra s'appuyer le dispositif MaPrimeRénov' pour la validation de vos travaux et de vos demandes d'aide. Pardon. Du coup, on peut passer à l'étape suivante. Normalement, une fois qu'on a réalisé ces trois, ou en tout cas un de ces trois étapes, on va se retrouver devant un choix crucial. C'est est-ce qu'on fait une rénovation par étape ou une rénovation globale? Bon, si on n'a qu'un poste de travaux, en effet, la question ne se pose pas, ce sera une rénovation classique, une demande d'aide classique. S'il y a plusieurs postes, la question se pose. Et donc, pour faire un zoom sur ce choix, comme je l'ai dit, crucial, j'aimerais donc non pas vous parler du film Et au milieu coule une rivière, mais emprunter une analogie. Donc celle de la rivière. Je n'ai pas retrouvé le nom de l'auteur, je pense qu'il ne m'en voudra pas. Mais cette analogie, donc, pas forcément pour vous convaincre de faire une rénovation globale, mais pour bien comprendre l'importance de ce choix et surtout comment aborder en fait la question clé de la rénovation énergétique. Donc concrètement, on a une rivière, cette belle rivière, sur laquelle on essaie de construire un barrage. On va mettre une première pierre. Donc, l'eau va contourner la pierre et il se passera peu de choses. Ça, c'est quand on réalise un seul poste de travaux. On va sûrement gagner un petit peu en confort, en économie, mais on aura pas mal de chances d'être déçu ou en tout cas de ne pas être dans le confort absolu. Si au lieu d'une pierre, j'en mets 6. Donc vous vous souvenez, dans les premières diapositives, je vous présentais les 6 postes de travaux incontournables, donc les murs, la toiture, le plancher, menuiserie, ventilation, chauffage et eau chaude. Bien, ces 6 pierres, si on les pose sans travailler les interactions et les jonctions entre les pierres, l'eau va continuer à se faufiler, on aura un barrage peu efficace, et c'est clairement ce qui va se passer quand on fera rénover sa maison, que ce soit par étape ou en réno global, mais qu'on va aborder ces travaux-là sans coordination, un peu dans le désordre, sans trop savoir où on va, peut-être en cherchant à faire les choses rapidement, peut-être les faire le moins cher possible. Au final, on aura dépensé quand même pas mal d'énergie, souvent beaucoup d'argent, pour un résultat, encore une fois, décevant et parfois même contre-productif. C'est tout l'enjeu, en gros, des premières étapes, à savoir l'analyse des besoins, surtout celle du logement, les besoins du logement. Donc, ça va être de vérifier l'absence de pathologie, choisir le bon calibrage des systèmes installés, le bon choix des artisans, etc. C'est quelque chose qu'il faut aborder dans son ensemble. Et toutes ces pierres, en fait, s'imbriquent les unes les autres et doivent être imbriquées les unes les autres pour avoir une rénovation, en tout cas énergétique, efficiente. Donc, une fois cette analogie passée, une fois qu'on a dit ça, rien n'empêche de faire une rénovation par étapes performante. Johannes, tu peux enchaîner. Si on regarde donc les avantages et inconvénients d'une rénovation globale ou d'une rénovation par étape, pour la rénovation par étape, il y a quand même cet avantage et cette possibilité donc de prioriser les travaux selon leur importance et donc de séquencer en tout cas ces travaux selon votre budget. C'est les principaux avantages à ce type de travaux. Au niveau des inconvénients, donc on vient de le voir, ce sera les risques liés à une absence de traitement des interfaces, donc une performance globale à terme dégradée. Ce seront des risques de pathologie s'il y a une mauvaise prise en compte de certains éléments. Je vous prends le cas d'un appartement, donc sur une copropriété, la personne est pressée, se renseigne pas forcément sur ce qui va être voté, s'il y a des travaux en cours ou à venir. On va isoler son appartement par l'intérieur. Demain, la copro décide d'isoler le bâtiment par l'extérieur. On va se retrouver avec un problème, c'est qu'on aura dépensé de l'argent et du temps pour rien et qu'accessoirement, on va risquer des pathologies de type condensation, par exemple. Enfin, un coût global
plus difficile à optimiser puisque les travaux vont s'étaler, les artisans seront tous différents, donc voilà, un coût global plus difficile à optimiser. Et dans l'absolu, le montant des aides accordées qui sera évidemment moins importante. Concernant la rénovation globale, les avantages, donc vous les devinez, on va avoir un temps de travaux plus condensé, une optimisation des financements, notamment avec les COP-TZ, qui sera plus important que pour un ou plusieurs postes de travaux. L'optimisation des aides financières avec l'accès au forfait rénovation énergétique globale. La possibilité de mise en commun de certaines dépenses, je ne sais pas, peut-être une mise en commun pour un échafaudage, pour le toit et les murs par exemple. Mais surtout, vous aurez la possibilité de faire une rénovation, donc comme j'essayais de vous l'expliquer avec mon analogie, c'est de faire une rénovation, donc pensée dans sa globalité, avec une réduction de la consommation énergétique, en tout cas immédiate, et on l'espère tous optimale. Les inconvénients, évidemment, un budget plus conséquent, avec le coût des travaux à réaliser en une fois, une gestion, une coordination plus contraignante donc des différentes entreprises, mais avec toujours la possibilité de se faire accompagner par un AMO, par exemple. Et l'impact des travaux sur la vie dans le logement. En effet, quand on engage plusieurs types de travaux, ça peut devenir compliqué de rester dans les lieux. En tout cas, normalement, à ce stade-là, vous avez fait votre choix, c'est soit par étape, soit par rénovation globale. On encouragera ou on essaiera toujours de mettre l'accent sur la rénovation globale qui se voudra en tout cas plus effective, plus efficiente qu'une rénovation par étape, même si on sait malheureusement que tout le monde ne peut pas. Donc une fois que ce choix est fait, eh bien, on passe à la diapo suivante et au contact avec les artisans. Donc normalement, une fois que la manière d'aborder vos travaux est plus claire, voilà, il est temps de contacter les entreprises pour obtenir des propositions de travaux concrètes, surtout des devis. Dans le cadre d'une demande d'aide, il sera obligatoire de passer par une entreprise dite RGE, donc reconnue garante de l'environnement. Donc pour ça, ils ont différentes qualifications. Tout ça, on peut le vérifier avec vous. Donc entreprise RGE obligatoire. Quand on obtient des devis de ces entreprises, on ne les signe pas, on ne fait également pas d'acompte. Tout ça, c'est assez important pour les demandes d'aide. L'ensemble de ces devis, vous avez la possibilité de nous les soumettre donc, pour un avis, que ce soit de votre conseiller, on peut les comparer, les valider, en tout cas faire ce choix-là avec vous. Dans l'absolu, il y a également la rumeur de plus en plus concrète apparemment qu'un accompagnement obligatoire devrait voir le jour d'ici 2023. Les COP-TZ également devraient évoluer dans ce sens-là et s'associer à MaPrimeRénov'. Donc ça pourrait, je pense, simplifier certaines démarches. Mais voilà, donc quand on vous disait d'être accompagné, ce sera bientôt à voir obligatoire. Voilà pour ma partie. Je crois que la prochaine, c'est pour toi, Johannes. Et donc, je vous Je retrouve pour continue. la partie questions-réponses. Ça marche. N'hésitez pas de poser vos questions dans le chat, hein. Alors moi, je vais donc survoler donc la partie comment on peut financer son projet. Il faut savoir quand même, bon, vous avez donc bien entendu, Antoine, il a survolé la partie un peu technique, comment on s'approche vers un projet de rénovation globale. Moi, depuis 6 ans, la question principale des personnes qui me contactent, c'est j'ai droit à quoi? Donc, j'ai droit à quoi? Est-ce que ça signifie que j'ai fait les travaux parce qu'il y a des aides financières ou est-ce que j'ai fait des travaux pour d'autres motivations, entre autres? En tout cas, on sait que les aides, c'est comme une carotte, ça attire les gens et heureusement, les aides, ça c'est quand même ça a beaucoup évolué. Il y a 6 ans, c'était encore le crédit d'impôt, c'était flou, c'était pas compréhensible. Aujourd'hui, l'État est quand même bien changé un peu les choses et ça permet quand même de voir beaucoup plus clair sur de quoi j'ai droit
justement pour déterminer, aujourd'hui, vous avez un budget. Peut-être vous avez à peu près une idée combien vous pouvez éventuellement mobiliser, mais vous aimeriez bien quand même d'optimiser votre budget avec les aides. Et donc, l'État a mis en place donc, les forfaits. Ça permet assez bien de voir plus clairement comment on peut, en tout cas aussi pour nous, de déterminer donc le reste à charge. Et avec le reste à charge, ensuite, on peut mieux prévoir les choses. Parce que bon, on est d'accord, hein, tout le monde veut avoir une maison bien confortable, économe et bien valorisée. Mais bon, si ça coûte une fortune, on va pas le faire. Bon, alors, la base sur les aides financières, c'est dans quelle tranche vous êtes. Il y a 4 tranches de revenus, très modeste, modeste, intermédiaire ou supérieur. La date de la construction de votre logement, ça varie. Donc, il y a l'aide de l'État, c'est au moins 15 ans. Il y a l'aide du département, c'est à partir des maisons construites avant 2000. Il faut bien évidemment faire appel à un artisan et RGE, comme ce qu'Antoine a évoqué. Respecter les critères de performance. Donc, quelle est aussi la différence entre un artisan RGE et non RGE? C'est au moment que vous avez une devis devant vous et que vous voulez comparer les choses, mais on ne peut pas comparer une pomme avec une poire. Il faut parler de la même chose. Donc, les critères de performance, la résistance thermique, les scopes, les COP, etc. Donc, tout ça, ça permet de pouvoir comparer. Et c'est aussi une manière pour les aides financières. En fait, les aides financières, ils sont là pour vous encourager de réaliser une rénovation performante, pas n'importe quoi. Donc, au lieu de mettre un peu de laine de verre posée par un bricoleur du coin, les aides vous obligent de respecter la résistance thermique de 3,7 dans le mur. Et selon le produit que vous choisissez ou l'artisan vous propose, ça va faire forcément une épaisseur de 10-15 cm. Et les aides, encore une fois, la politique des aides, elle est là pour amener, faire la transformation du parc des logements d'ici jusqu'à les prochaines années. En tout cas, dans l'objectif que dans quelques années à venir, le parc des bâtiments existants consomme quasiment plus d'énergie. C'est pour ça qu'on impose les critères de performance et qu'on parle de plus en plus d'une rénovation globale, justement pour aller vers un objectif d'un bâtiment à basse consommation, donc une étiquette énergétique A ou B. Voilà, petit discours sur les aides. Donc, plus précisément, qu'est-ce que ça signifie, les aides aujourd'hui? Voici un peu, vous avez MaPrimeRénov', donc c'est l'aide de l'État. Vous avez les aides privées sous la forme des certificats d'économie d'énergie. Et vous avez les aides des collectivités, plus autres, genre caisse de la retraite, action logement, etc. Des aides un peu plus spécifiques. Plus, bon, ce n'est pas une aide financière, mais c'est quand même un soutien parce que l'État prend en charge les intérêts, et vu que tout le monde parle de la hausse des intérêts, un éco-prêt à taux zéro aujourd'hui, contrairement à un prêt à la conso classique, c'est quand même intéressant. Et tout ça dans le but de vous encourager d'aller vers une rénovation performante. Donc concrètement, comme le principe, comment on s'y prend, c'est un peu aussi, ça se retrouve un peu aussi dans les aides, ce qu'Antoine a remarqué, que soit on fait les travaux par poste, donc on a droit à une aide par poste, selon son revenu fiscal de référence de MaPrimeRénov', les aides privées en forme du C2E et des aides des collectivités, où on envisage un projet de rénovation globale. Et du coup, l'aide financière, c'est sur la totalité du projet. La plupart des gens, en tout cas, la porte d'entrée, c'est je veux changer ma chaudière au fioul, typiquement. Ça, c'est le cas classique actuellement. Le coût du fioul augmente, on n'est pas très content. La chaudière, elle a fait 30 ans. Du coup, on regarde donc les aides par poste. Bon. MaPrimeRénov', si vous êtes dans la tranche intermédiaire,
vous avez droit à un montant, un forfait par équipement. Donc, vous avez dans la tranche intermédiaire, pour un changement d'une chaudière au fioul contre un pack, vous avez, si je ne me trompe pas, 3 000 € de l'État. Pas plus, pas moins. Donc, si la pack vous coûte 15 000 ou 30 000, vous n'aurez que 3 000. Le même principe sur les fenêtres ou sur l'isolation des parois. Mais pas que tous les parois. Par exemple, les combles perdus, vous n'avez rien de l'État. Exemple, là, vous avez un exemple pour les murs par l'extérieur. Donc, vous avez 40 € par mètre carré pour les revenus intermédiaires ou supérieurs, 15 € le mètre carré. Donc, les personnes qui se plaignent qu'ils n'ont pas le droit aux aides, ce n'est pas vrai parce que tout le monde a droit aux aides. Mais si vous êtes dans la tranche supérieure, les montants sont plutôt faibles ou vous avez très peu ou rien selon le type de travaux. Les aides privées de la part des fournisseurs d'énergie. Là, vous avez ce qui vient de sortir tout récemment, le coût de boost fuel. Jusqu'à présent, c'était de coût de pouce chauffage, c'était 2005, mais aujourd'hui, si vous avez du chauffage au fuel, et si vous signez une devis à partir de, depuis aujourd'hui, hein, vous aurez 4 000 € en part de aide privée, donc de la part d'une fournisseur d'énergie, donc un signataire de la charte coût de boost fuel. Et ça, c'est cumulable avec les aides des collectivités. En gros, aujourd'hui en PACA, vous avez les aides de la région sud uniquement pour les combles perdus et pas pour tous les tranches de revenus, malheureusement. Vous avez l'aide du département 13, qui a aussi des conditions de ressources. En gros, c'est pour les personnes dans la tranche très modeste et intermédiaire, en fonction du nombre d'enfants. Et vous avez des aides comme le PIDEX, mais qui va bientôt s'arrêter, ou des aides des communes, et des aides spécifiques contre le bruit, etc. Donc, tout le monde a droit à ça, plus un éco-prêt à taux zéro. Donc, un prêt qui est mobilisable pour une action seule, ou pour 2 ou pour 3 postes de travaux jusqu'à 30 000, qui sera bientôt donc couplé directement avec MaPrimeRénov' pour simplifier un peu les choses. Parce que bon, on sait que les banques aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à vous pousser vers un prêt de consommation classique en disant que l'éco-prêt à taux zéro, c'est trop compliqué à mettre en place. Ce n'est pas vrai. Mais bon, qui décide si vous avez droit à un éco-prêt jusqu'à 3 travaux jusqu'à 30 000, c'est votre banquier qui va vérifier si vous êtes solvable. Donc, le couple qui vient d'acheter une maison, qui a son taux d'endettement à 35%, ça ne va pas forcément fonctionner. Ou si peut-être ça peut se cofinancer par un budget supplémentaire. Bon, mais en gros, normalement, tout le monde a le droit. Voilà, donc ça, c'est les aides par poste. Et dans la même logique, les aides pour une rénovation globale, slide suivante, vous avez toujours le même principe, vous avez MaPrimeRénov', vous avez les C2E, les aides privées de la part des fournisseurs d'énergie, et vous avez aussi les aides des collectivités qui peuvent être complémentaires dans un projet global, comme la région sud, donc ça finance qu'une poste donc pour les combles perdus, ou comme le département, c'est sur la totalité des travaux, c'est 25% plafonné à 3 000 €. Et donc pour l'éco-prêt à taux zéro, c'est ça qui est très intéressant, c'est vous pouvez le mobiliser jusqu'à 50 000 €, qui est quand même pas mal, à taux zéro, sur 20 ans. Alors bien évidemment, il y a les particularités. Comment on peut obtenir donc toutes ces aides? Il faut bien évidemment respecter les critères de performance, en tout cas les conditions imposées par les différents dispositifs. Là, j'ai indiqué donc le forfait de la rénovation globale pour la tranche de revenus intermédiaire et supérieur, sachant que pour ceux qui sont dans la tranche, je reviens vite fait en arrière, qui sont dans la tranche très modeste, ils ont aussi un peu le même principe, sauf qu'il y a un accompagnement par un opérateur de l'ANA dans le dispositif MaPrimeRénov' Sérénité.
un peu quelque chose un peu à part. Vous aurez un accompagnement un peu plus poussé et le coût que les foyers aux ressources intermédiaires supérieures devront dépenser pour prouver qu'ils arrivent d'avoir un gain énergétique de 55%, donc la prestation d'une audit, qui est donc une prestation payante, peut être pris en charge pour ceux qui sont dans la tranche très modeste et modeste. Ça, c'est un peu la subtilité. Donc, vous comprenez bien, l'État vous encourage de réaliser une rénovation énergétique performante avec une gain énergétique de 55%, pas que de changer des fenêtres, mais vraiment plusieurs lots de travaux. Vous aurez 7 000 € si vous êtes dans la tranche intermédiaire ou 3 500 € si vous êtes dans la tranche supérieure. Et si vous arrivez de sortir de l'étiquette énergétique avant travaux de F ou G, vous aurez 1 000 ou 500 €. Et si vous arrivez d'atteindre l'étiquette énergétique après travaux, donc pour avoir un bâtiment basse consommation, vous aurez encore 1 000 € ou 500 € selon votre tranche de revenu. Et tout ça, c'est cumulable donc avec le coup de pouce de la rénovation globale. Là, ça commence à être vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on parle des consommations d'énergie primaire après travaux. C'est là un peu le gain énergétique réalisé. Là, vous voyez les montants, donc en euros par mégawattheure par an. Et donc, là, on peut, selon le point de départ, on peut avoir des belles sommes. C'est pour ça que je vais vous montrer un exemple à la fin. Et tout ça, toujours cumulable avec donc les aides des collectivités. Donc, ça, c'est aujourd'hui. Ce qu'on vous montre, c'est valable, je regarde vite fait, on est aujourd'hui le 24 novembre et on commence à recevoir les premiers questionnements. En fait, 2023, qu'est-ce que ça va donner? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'y a pas que les prix qui augmentent, mais aussi un peu les aides. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que, bon, on va vous représenter un webinaire, sûrement en janvier ou en février pour repréciser tout ça. On attend les nouveautés. C'est sûr que ces montants-là, au moins la tranche intermédiaire va bouger, ça c'est sûr. Le coup de pouce, je ne sais pas si peut-être il sera évalué ou revoir. Tout est possible parce que le contexte est tellement spécial avec la hausse des prix il suffit que le gouvernement décide avec un décret de renforcer les aides, évidemment pour soutenir, pour se mettre en bonne lumière, mais aussi pour soutenir les ménages. Et on a aussi des nouvelles de la part de la région, qui aura aussi une aide assez complémentaire, même principe sur MaPrimeRénov'. Mais bon, je ne vais pas vous dire plus que ça parce que tant que c'est pas sûr et certain et voté, c'est pas évident de dire, sur quoi il faut, compter. Alors voici donc les 2 grands axes. Aide financière par poste ou aide financière pour un projet global. Donc imaginons, vous êtes donc à ce stade que vous avez fait le point avec votre conseiller et vous êtes des ménages aux ressources intermédiaires supérieures. Vous avez donc déterminé à peu près la faisabilité de ce qu'on pouvait faire chez vous, les gains énergétiques, les aides financières disponibles pour votre projet. Vous avez donc déterminé à peu près aussi avec les artisans les différentes offres disponibles, donc au moins 2-3 devis. Vous avez forcément des écarts et les conseillers comme Antoine et moi sont là pour vous aider de comparer au moins les devis. Pas pour vous dire quel est le meilleur artisan, mais pour vous donner des critères sur lesquels on peut voir, ça c'est une devis, ça semble correct, c'est dans les prix à peu près dans la moyenne, il est bien détaillé, il respecte bien les critères de performance, il vous alertez sur les particularités qu'il faut aussi prévoir, par exemple un VMC si vous isolez, ou il faut faire attention de ne pas surdimensionner la pompe à chaleur parce que vous voulez isoler la toiture derrière. Donc, vous avez fait l'état des lieux, vous avez des offres, vous avez les aides. Ensuite, il faut, au bout d'un moment, il faut engager son projet. Ça signifie retenir un devis,
donc choisir son professionnel. Les aides financières, on vous recommande fortement, et pour les C2E, c'est obligatoire de les faire avant la signature du devis, parce que si jamais l'établissement, l'organisme qui vous verse la prime, s'il manque un détail sur le devis, ce sera plus facile pour vous de revenir en arrière. Et des fois, donc principalement, ce sera à vous de le faire, mais il y a aussi la possibilité de trouver, même pour MaPrimeRénov', une mandataire. Donc, ça signifie que c'est le professionnel qui s'engage de faire la demande d'aide financière pour vous. Pareil pour les C2E, donc ça signifie c'est lui qui va s'engager avant le début de travaux de vous proposer une réduction sur le devis. Vous signez le devis, où c'est écrit noir sur blanc, j'aurai droit à tant d'aide pour l'isolation de la toiture ou pour le changement de ma chaudière. Et donc, il faut que ça soit marqué dessus pour être sûr et certain. Si ils vous disent ça à l'oral en disant que oui, oui, je veux le faire pour vous, mais vous n'avez pas de contrat qui cadre ça, on vous le déconseille fortement. Donc, pour un contrat, un devis, c'est comme un contrat, c'est avec un engagement des deux côtés. Et donc, normalement, on est censé d'attendre le retour des organismes. Bon, en réalité, on sait que souvent, pour la plupart des particuliers parmi vous, si vous avez bien choisi votre professionnel RGE et si le devis est conforme et a été vérifié par un conseiller énergie, fort probable que ça ne va pas coincer. Donc, souvent, les gens, parce qu'ils viennent d'acheter, ils aimeraient bien d'avancer, donc ils vont signer le devis et ils vont verser la compte et planifier les travaux avec les artisans. Donc, c'est un réel engagement avec, où on commence de sortir des sommes si c'est un projet global, c'est des sommes d'argent peut-être comme à la hauteur de votre voiture ou voire beaucoup plus. Donc, c'est des grosses sommes. Et bien évidemment, je n'avais pas marqué, mais oui, le prêt, ça c'est aussi à faire avant la signature parce que le prêt, il va couvrir donc le montant des travaux. Il sera donc versé, pas directement aux artisans, mais via votre compte en banque. Et donc tout ça, ça se prévoit bien. Donc à ce stade-là, on est dans un accompagnement plus poussé, ce que Antoine a décrit. On est là pour, pareil, on peut vous accompagner à ce stade-là. Donc, une fois que vous avez retenu votre artisan, vous avez fait votre demande et vous avez donc signé le devis, versé la compte. C'est des choses peut-être pour certains d'entre vous un peu banales, mais il faut suivre les travaux. Et suivre les travaux, ça signifie une chantier, comment il se déroule, il faut prévoir, est-ce qu'au moment que vous êtes pour ceux qui veulent vivre dans la maison, est-ce qu'il faut, ça a un impact sur votre vie au quotidien? Est-ce qu'il faut peut-être passer à d'autres pièces? Tout ça, ça se prépare bien évidemment avec votre artisan. Si vous avez plusieurs artisans, si vous avez plus précisément, si vous avez plusieurs postes de travaux à réaliser, vous pouvez toujours aussi, pourquoi pas, faire appel à un maître d'œuvre, donc une seule interlocuteur qui gère la totalité du projet. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle appellation, pas si nouvelle que ça, mais la qualification rénovation globale par certaines entreprises RGE, justement, qui gèrent un peu tout avec des collègues, des confrères, pour simplifier un peu les choses pour vous. Donc, vous êtes en plein de travaux, vous échangez régulièrement avec les entreprises. L'entreprise va forcément aussi, il y aura aussi des questions par l'entreprise sur les particularités, sur la finition. Là, vous voyez derrière, j'imagine bien qu'il signifie qu'une isolation des murs par l'intérieur, donc le choix des peintures, et tout ça, ça fait partie du projet. Donc, il y a la partie énergétique sur laquelle on s'occupe, mais aussi il y a la partie un peu ordinaire, réinstaller les plaintes, réinstaller, peut-être reposer les prises électriques et tout ça, ça fait partie d'un projet global.
Vérifier la conformité des travaux, donc une fois chaque jour que l'artisan réalise ses travaux, vous regardez si tout était un peu, dans l'ordre, ce qui était en tout cas initialement indiqué sur son devis et pourquoi pas participer aux réunions des chantiers avec donc votre interlocuteur qui est venu chez vous le jour J pour la signature d'un devis, c'est pas forcément lui qui va faire les travaux derrière. Donc derrière, il y aura un chef de chantier et les ouvriers. Et les ouvriers, vous ne connaissez pas, donc ça vaut le coup peut-être de participer à ce moment-là. Et garder des traces, vous prenez peut-être des photos, vous prenez des notes, ce qui était discuté, ce qui était dit à l'oral. Par exemple, on a eu la semaine dernière, j'ai eu un cas, quelqu'un qui avait prévu d'installer une VMC, heu, dans les combles avec une évacuation, par le toit, mais finalement, à l'oral, c'était dit que il a voulu percer, via les murs, donc l'évacuation, par l'extérieur via les murs c'était pas fait comme prévu, c'était une surprise. Ah voilà, c'était un imprévu. Donc voilà, ça fait partie d'une chantier. Il peut avoir des 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 différences de point de vue, il peut avoir des incompréhensions, il peut avoir un manque de communication, tout ça, ça arrive. Nous, on reçoit, heureusement pas tous les jours, mais ça arrive. Du coup, le 1er, point initial, c'est, surtout chercher le dialogue, à la fois parce que l'artisan qui est en plein dedans, que vous avez engagé et que vous avez versé un acompte et vous voulez pas vous mettre tout de suite en opposition et à ce moment-là, nous, en tant que France Rénov', on peut vous accompagner aussi, bien évidemment. Et après, dès que ça devient plus spécifique ou ça semble, que le contrat initial était que c'est un trop grand écart entre ce qui était prévu initialement sur le devis et ce qui est réalisé. Des fenêtres à travers, il manque d'étanchéité sur les postes de travaux, le système, les tuyaux de raccordement à la pompe à chaleur qui traverse le mur sans la finition derrière, et cetera. Tout ça, ça fait partie des points où on pourrait peut-être pas très content de son artisan. Et le pire, c'est, ça, on ne veut pas arriver jusque-là, mais le pire, c'est de faire appel à son assurance avec un expert extérieur. Il y a aussi l'union des consommateurs, donc c'est Que Choisir, qui a des juristes. Nous, en amont, on essaye déjà d'être vigilant, déjà bien évidemment, en amont et aussi pendant les travaux. Et dès qu'il y a des choses qui semblent un peu différentes, on essaye de réagir le plus vite possible et je vous le recommande dans le but justement de simplifier les choses au quotidien avec, l'artisan parce que bon, l'artisan il veut quand même il veut quand même faire des bonnes choses chez vous et vous voulez avoir un bon résultat. Donc tout le monde veut avoir à la fin des travaux, veut donc avoir un résultat satisfaisant. C'est pour ça qu'on essaye d'être aussi vigilant sur ce point, même si ça semble un peu banal. Je continue. Une fois quand vous êtes donc vers la fin du chantier, ce qui fait partie de la vie, c'est de réceptionner surtout les travaux. Donc ça veut dire, il faut le signer, il faut se mettre d'accord sur les éventualités qui ont eu lieu. Il faut bien évidemment savoir c'est les particularités qui étaient relevées lors du chantier, les modes d'emploi, les guides d'entretien, et cetera. Pourquoi pas prévoir un contrat de maintenance pour tout ce qui est équipement, donc chauffage, eau chaude, ventilation, énergie renouvelable. Et le dernier acte de la partie, c'est bien évidemment de payer les entreprises, l'entreprise et de recevoir les factures acquittées et de les envoyer aux organismes pour obtenir les aides. Sachant qu'à cette étape-là, si jamais vous voulez, engager une rénovation globale,
Il y a aussi l'auditeur qui a toujours encore un mot à dire. Ça signifie que c'est l'auditeur pour une rénovation globale qui va recevoir aussi vos factures acquittées, qui va attester au pour, MaPrimeRénov', le forfait de la rénovation globale, que vous avez bien tout fait ce qu'il fallait faire pour avoir le gain énergétique de 55. Ben voilà, donc ça, c'est un peu pour, conclure, ce qu'il faut faire dans un projet, de rénovation. Et après, un projet donc finalisé, nous, ce qu'on essaye de sensibiliser aussi, c'est, de suivre surtout, ensuite, heu, sa consommation. Est-ce que ça a baissé? Est-ce qu'il y a eu des changements? Entretien des équipements, c'est aussi très important pour les parties, pour le chauffage, l'eau chaude, pour avoir des systèmes qui se tient aussi à long terme, ou pareil, hein, si vous avez choisi des équipements, de menuiserie en bois, pareil, il faut l'entretenir pour que ça soit, durable dans le temps. Tout ce que vous faites sur un bâtiment, je le vois sur ma copropriété où j'habite, ça se refait pas tous les jours. Donc le mieux, c'est une fois qu'on s'est bien fait, bien l'entretenir et vous aurez donc un bâtiment qui sera prêt pour l'avenir. Et bien évidemment, petite information sans conseiller sur le retour, du projet, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des découvertes, des choses qui n'étaient pas prévues comme avant et cetera? Voilà, je vois qu'il y a quand même, de plus en plus de questions. Je continue, juste il est aussi bientôt 19 heures. Un petit exemple, ça c'est bien les exemples, ça parle à tout le monde et après on va passer aux questions de réponse. Donc un exemple, lors d'une visite à domicile, j'ai visité donc une maison, avec 4 personnes à Vitrolles, des années 60, 90 carrés. Un revenu fiscal de référence pour les 4, c'était dans la tranche intermédiaire. Donc vous vous rappelez vaguement, intermédiaire, ils ont droit à pas mal d'aides financières de l'État, aides privées, aides des collectivités. En plus, il y avait la différence entre est-ce qu'on rénove, une manière par étape, donc d'abord le toit, ensuite, il y a la chaudière et ensuite peut-être, une poêle ou est-ce qu'on fait, on essaie de faire tout à la fois? Et dans cet exemple-là, ce qui est important aussi pour les aides, c'est le point de départ. Donc le foyer était un simple vitrage avec des combles perdus, des murs et des planchers bas non isolés, pas de VMC, chauffage au fioul très énergivore et une cheminée à foyer ouvert. Vous imaginez bien, c'est plutôt une passoire thermique, même si, plutôt le bâtiment en soi va un peu pris un peu ça se voit un peu qu'il y a quelques cinquantaines, soixantaine d'années déjà, mais, globalement, la structure était en bon état. Il n'y avait pas de problème majeur d'humidité. C'était simplement l'heure que, les personnes qui ont acheté il y a quelques années, ils aimeraient bien de passer à l'action. Ouais, voilà, dans un premier temps, on a déterminé un peu les besoins. Les besoins du foyer, c'était plutôt clair. Amélioration, surtout pour le confort d'hiver, mais aussi pour le confort d'été, parce que la surchauffe, ça s'est manifesté aussi dans les chambres, donc trop chaud. Il y avait la questionnement, est-ce que comment on se projette? Eux, ils venaient d'acheter, il n'y a pas longtemps, mais pas si longtemps que ça, mais en tout cas, ils se voyaient bien vivre dans cet bâtiment, facilement les prochaines 15 ans. Les enfants, ils étaient à l'école juste à côté, donc c'était petit jardin, tout le monde était satisfait, le travail pas loin, donc pas de raison de changer le bâtiment, le logement tout de suite. Contrairement à d'autres cas de figure. Mais là, vous voyez aussi 90 carrés, c'est pas ça reste presque ça dépend, mais pas énorme, énorme, mais en tout cas pour les 4 personnes, c'était bien. Donc on a fait un état des lieux et on a estimé avec, notre simulation thermique gratuite à titre informatif, ce qu'Antoine a décrit, on a déterminé que le logement est plutôt très énergivore dans l'étiquette G et avec des déperditions un peu partout,
Forcément, il n'y avait pas d'isolation et du simple vitrage. Donc, vous avez donc sur la totalité du bâtiment, en hiver, vous avez des déperditions partout, beaucoup par les murs, mais aussi suivi directement par la toiture, même s'il y avait un peu d'isolant qui datait des années 80. L'ancien proprio, il a enroulé un peu de la laine de verre à l'époque. Donc, cette cas de figure, je sais que ça ne correspond pas pour tout le monde, mais j'ai choisi un peu exprès, vous imaginez bien. Vous avez ici donc un foyer aux ressources intermédiaires avec une passoire thermique. Dans ces cas de figure, c'est plutôt intéressant de viser une rénovation globale parce que votre point de départ, il est très bas et vous pouvez, avec les différents postes de travaux, vous pouvez gagner pas mal sur, sur le gain énergétique. Donc, on a à peu près on a identifié les travaux possibles, donc remplacer du simple contre de double vitrage, isoler les combles perdus, isolation des murs par l'extérieur. C'était plutôt le point crucial dans l'ensemble des travaux. Installer une VMC pour une meilleure qualité de l'air. Plus avoir le fuel qui pollue, qui chauffe pas très bien et qui nécessite des livraisons avec un coût de fuel qui n'arrête pas d'augmenter. Donc, une pompe à chaleur RO pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et un point au bois, donc une poêle à bois. Donc, casser l'ancien insert, l'ancien cheminée ouvert pour une poêle à bois bien placée au centre du salon. Voilà. Donc, ça, c'était des estimations de coûts de travaux. Donc, on a presque terminé de les vérifier avec les artisans. C'est à peu près ça. Le gros point de discussion de cette famille, c'était est-ce que ça vaut le coup dans notre région de isoler les murs par l'extérieur? Pourtant, la saison de chauffe à Vitrolles, elle est tellement courte. Bah, même si elle est courte, là, actuellement, bah, selon comment elle est orientée, les chambres sont au nord, la salle de jeu, c'est au nord, bah, faut quand même bien chauffer, même si on chauffe bien évidemment moins si on est dans le 0,4-0,5 ou encore plus dans le nord. Si vous avez bien écouté, moi avec mon petit accent, mais je ne viens pas d'ici, je viens du nord de l'Allemagne, je peux vous dire que là, la saison de chauffe, elle commence à partir de septembre. Il va durer jusqu'en mai. Là, mon père, lui, il s'est pas posé beaucoup de questions parce que l'isolation des murs par l'extérieur, c'était ce qu'il fallait faire. Et en plus, bah, il chauffait au gaz. Et le gaz en Allemagne, c'est encore plus cher qu'en France. Et plus les particularités actuellement avec l'Ukraine, bah, ça lui bien motivé de faire des travaux. Ben voilà. Donc, on a déterminé à peu près une enveloppe de 50 000 €. Et avec des économies d'énergie avec tous ces travaux de au moins 71, un gain de confort très important et des économies sur la facture approximatives, bah, plus que 2 000, voire 2 000, plus que 2 500 € par an. Il faut savoir que ça, c'est des estimations. Pareil, ce que vous voyez en bas, là, vous voyez les dépenses cumulées sur 15 ans. Donc, là, vous voyez sans travaux. Le foyer, a priori, en prenant en compte les habitudes d'aujourd'hui et la hausse des prix de manière constante et pas un deuxième Ukraine ou autre effet, autres circonstances qui vont forcément augmenter encore plus fort le coût de l'énergie. Sans les aides, bah, sans les travaux, c'est sûr que ça va coûter très cher de vivre dans cette maison. Et donc, avec les travaux, donc à peu près 50 000 €, déjà, sans les aides financières, j'ai expliqué au foyer que, bah, même sans les aides, ils ont intérêt d'envisager les travaux et de viser une éco-prêt à taux zéro jusqu'à 50 000 €, donc avec un remboursement de 200 € par mois sur les prochaines 20 ans. Donc ça, c'est
déjà bien motivés, mais bon, il y avait quand même, il y avait d'autres postes. Il y avait, l'achat d'une voiture électrique, les enfants, ils veulent une piscine comme les copains, donc il y avait d'autres choses. Bah, du coup, le point crucial, c'était, bah, nous avons droit à quoi? De la part des aides, donc on a refait le point sur les aides et on a déterminé que, en gros, pour ce foyer avec un coût de travaux de 50 000 dans la donc dans la tranche intermédiaire, ils arrivent, en tout cas aujourd'hui, de toucher les 7 000 € de l'État, plus de bonus, plus le coup de pouce de la rénovation globale à peu près de 7 000 € à confirmer, plus, l'aide du département Provence Éco-Rénov', plus l'aide du département pour la prime bois pour remplacer, le cheminée ouvert, plus une aide de la région et peut-être une aide encore du PEDEX s'ils arrivent de déposer leurs demandes encore cette année. Ou, j'ai aussi expliqué ce matin, peut-être, ils ont intérêt d'attendre, mais ça je ne peux pas les garantir, parce que si la région renforce son aide, probablement ça va augmenter. En gros, bah, sur, 50 000 €, bah, ils auraient, probablement 20 000 € d'aide. Et si on applique les 20 000 € d'aide sur le projet, ah bah, du coup, bah, là, les travaux, ça a un réel intérêt et là, on peut aussi bien parler d'un retour sur investissement qui est vraiment intéressant, en tout cas financièrement. Je ne parle même pas le coût de révaloriser le bâtiment, la valeur verte, le gain du confort été et en hiver et tout ça, c'est dans un objectif, ben, oui, de faire une rénovation, de qualité et surtout quelque chose qui prépare le bâtiment pour l'avenir et voilà. Donc là, j'ai parlé beaucoup. On passe à la partie questions-réponses. Antoine, est-ce que tu peux te reconnecter? Je suis là. Tu es là, c'est très bien. J'ouvre un peu le chat et je vois plein de questions. Alors, avant qu'on se penche sur les questions, vu que tout le monde a aussi sa vie de famille, on va essayer de prendre au maximum, des questions, de répondre de manière très efficace. On va pas pouvoir répondre à toutes les questions. On va enregistrer les questions et on va essayer de les traiter, demain et de vous envoyer, un petit récapitulatif de nos, réponses, bah, au plus tard lundi, je dirais et voilà. Alors, comment on va commencer? Je survole le chat. Je commence tout en haut. OK. Comment faire pour avoir un bilan complet énergétique? Cabinet public, privé? Bon, ça, je pense on a abordé. Donc, soit vous venez d'acheter, vous avez une DPE, diagnostic de performance énergétique, qui vous montre un peu, dans quel est l'état de votre logement et qu'est-ce que vous pouvez faire. Sinon, ce sera avec nous ou une audit. On continue. Rénovation globale. C'est un bouquet de travaux. Combien de postes concernés? Quelle efficacité énergétique recherchée minima? Tu veux répondre, Antoine? Je le fais. J'essaie. T'étais sur laquelle, excuse-moi? 6h25, Jacques Massou. Une Une rénovation ré- globale, c'est un bouquet de travaux. Combien de postes concernés? Quelle efficacité énergétique? Alors, concernant les demandes MaPrimeRénov', ce sera 55% de gains énergétiques à minima. Et bouquet de travaux, je crois que c'est minimum 3. Au Si je dis moins pas un de poste bêtises. d'isolation, ça c'est important. Avec au moins un poste d'isolation, en effet. C'est ça. On ne peut pas agir que sur les systèmes. Donc ça va, Mmh. genre, ventilation, eau chaude et chauffage, ça ne va pas fonctionner. Mmh. Ensuite, allez-vous nous fournir une liste des artisans compétents? Alors, le choix des artisans. Donc, vous avez compris, pour les aides, il faut choisir un artisan RGE. Et nous, on a mis en place une charte de qualité avec la métropole que vous pouvez, qu'on peut vous envoyer. Donc, c'est une tri supplémentaire des entreprises qui s'engagent dans une démarche de qualité
et un partenariat avec nous, donc des structures comme la nôtre, France Rénov'. Et voilà, donc pour tous les postes de travaux, on a des listes des artisans et aussi la liste des artisans pour la rénovation globale, pour un seul interlocuteur. Alors, existe-t-il des aides pour les propriétaires bailleurs? Antoine, tu veux Oui, répondre? MaPrimeRénov' pour les bailleurs, ainsi que les C2E, si on vient cumuler. C'est globalement les deux principales aides. Exactement. Pareil, l'éco-prêt à taux zéro. Vous pouvez aussi, en tant que bailleur, mobiliser un éco-PTZ. Évidemment. Ce tableau de plafond, celui de MaPrimeRénov', exactement. Sachant que ça, c'est le tableau officiel pour MaPrimeRénov'. Comme j'ai évoqué, aujourd'hui, la région, c'est pas exactement le même. C'est pas exactement le même plafond et le département, c'est pour 2 personnes ou plus, il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 55 000 €. Ouais, donc ça, c'est un peu particulier, mais à vérifier avec vous. Ensuite, retenez une nouvelle disposition, c'est le DPE. Qui sont les différents l'un l'autre? Alors, Antoine a déjà évoqué un webinaire qu'on a fait sur les fameux comment on peut sortir son logement de étiquette De l'étiquette énergétique FEG, ouais. FEG. Donc, je vous recommande fortement de revoir cette webinaire, donc qui est sur notre chaîne de YouTube, sur l'ALEC, celle de l'ALEC et celle de la Maison Énergie. Ça, c'est le plus simple. En tout cas, ça concerne surtout aussi ceux qui veulent les propriétaires bailleurs. Ça, c'est important à garder en tête. Existait des aides pour la maison de plus de 200 ans? J'aime beaucoup cette question. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Pourquoi il n'y en aurait pas? Bien sûr. Ouais, c'est ça, exactement. La maison médiévale, elle a droit à autant d'aides que la maison qui était construite dans les années 90. Exactement. Et voilà, il y a pas de différence. Par contre, on est bien d'accord, il y a une grosse différence, la construction du bâtiment. Parce que, vous vous rappelez, juste au 2e guerre mondiale, vous avez principalement le bâtiment fait par la maçonnerie ou plutôt classique en pierre, peu d'ouverture, des murs très épais avec une très bonne inertie pour le confort d'été dans la région. Bon, pour le confort d'hiver, beaucoup moins. Et après la guerre, les temps glorieux avec le bâtiment fabriqué très rapidement avec du parpaing, avec très peu d'inertie, très mal isolé. Et à partir des années avec la première réglementation thermique en 74 et ensuite avec un renforcement de cette réglementation thermique au fur et à mesure pour avoir à nouveau des maisons, aujourd'hui. Si vous construisez aujourd'hui avec la RE 2020 qui vous oblige d'avoir un bâtiment basse consommation. Bon, pour revenir à votre question, non, il n'y a pas de différence pour les aides entre une maison qui a 20 ans ou 200 ans. Ensuite, est-il obligatoire de souscrire une assurance pour avoir droit au PTZ? Si je me trompe pas, je crois que oui. Après le choix de l'assurance, je pense pas que c'est, imposé par l'établissement bancaire. Antoine, tu as plus d'infos? Oh, je crois qu'Antoine, tu m'entends pas. Voilà. Tu peux réactiver ton micro. Super, merci. Oui, pour les assurances sur le prêt à taux zéro, je crois que c'est comme pour un prêt classique. Il me semble qu'on a le droit de prendre sa propre assurance, mais je ne suis pas sûr. Ouais. OK, bon, ça c'est à Et après, vérifier. pour répondre clairement, l'obligation, oui, je pense qu'il est obligatoire de souscrire à une assurance.
Alors, j'ai une autre question de Magali. Je vends une maison sur le bon coin en catégorie F. Oui, donc passeport thermique. J'ai été contacté par ce biais par une entreprise qui me propose d'envoyer un technicien. Bon, ça serait bien de préciser quel type d'entreprise et quel type de technicien. Après, c'est un certifié RGE. Est-ce qu'il s'agit d'un auditeur ou est-ce qu'il s'agit d'une entreprise pour réaliser les travaux? Est-ce que Magali pourrait préciser ça? Ouais. Ok. Alors, prochaine question. J'ai pas très bien entendu en quoi ça consiste, le coup de boost sur le changement de la chaudière. Le coup de pouce chauffage. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Ouais, très bien. Ça, c'est tout nouveau aussi pour nous. Hop. À quoi ça consiste? Ben voilà, vous voyez, hein, vous avez le coup de boost fuel. Et donc là, il y a eu un renforcement. Tous les autres ménages, donc une tranche intermédiaire supérieure, vous aurez pour le remplacement d'une chaudière au fuel contre une chaudière biomasse, donc à granulé ou pompe à chaleur RO ou OO ou autre, vous aurez des montants beaucoup plus élevés qu'avant. On continue. Peut-on avoir une aide s'il n'y a jamais eu de chauffage, sinon une cheminée? Est-ce qu'Antoine, tu peux nous dire si on peut avoir une aide si on n'a jamais eu un système de chauffage dans la maison? Eh ben, là, il y a 2 questions dans la question. Donc pour le fait qu'il n'y ait jamais eu de chauffage, malheureusement non, puisque c'est des aides qui viennent en remplacement d'un système de chauffage. Et pour la partie cheminée, si elle est améliorée, on a ce qu'on appelle la prime Airbois, par exemple, et MaPrimeRénov' et les C2E et tout le cumul des aides que nous a présenté Johannes. Ouais. Ensuite, Dominique nous demande: «Je suis régulièrement démarché par EFI. Est-ce que c'est une entreprise de confiance ou une arnaque?» Ah, EFI. Est-ce que certains parmi vous, vous vous rappelez encore le démarchage d'isolation en euros? Ouais. Ça vous parle encore? Oui, moi ça me parle beaucoup parce qu'on était, très, très sollicités pour comprendre par les particuliers. En fait, le principe, c'est EFI, c'est une entreprise privée comme d'autres qui est aussi mandataire de C2E, donc qui peut, récupérer les aides aussi à votre place. C'est une entreprise qui est basée à Paris, qui a des antennes un peu partout, qui travaille avec des sous-traitants, donc des artisans RGE et ça fait un moment qu'ils sont sur ce marché-là et bah, le principe, c'est que, EFI s'intéresse particulièrement, de ma connaissance, aux particuliers avec des revenus modestes, très modestes, pour obtenir, bah, pour proposer les aides directement aux particuliers et en fait, l'entreprise derrière a son intérêt, bah, de récupérer votre projet. C'est un peu bizarre à comprendre, mais chaque Mmh. projet, chaque signature de devis, ça vaut un certificat pour cette entreprise et cette, entreprise privée va probablement revendre des certificats derrière. C'est un marché qui est pas accessible par les particuliers, mais c'est une business. Donc EFI, c'est une entreprise parmi d'autres. Après, je peux pas vous dire si c'est, très bien ou pas bien. Ça dépend aussi sur quel sous-traitant vous tombez. Si le sous-traitant dans le nord de la France était bien, mais dans le sud, il est moins bien, ben, ça malheureusement, de toute façon, nous, on recommande de privilégier un acteur un interlocuteur de proximité. Donc quelqu'un qui est, un artisan qui est pas loin de chez vous, déjà pour, Mmh. éviter les grands déplacements. Pas faire venir quelqu'un de Castres pour isoler ses combles, par exemple. Voilà. Bon, on continue. S'il est bien une résidence secondaire, peut-on prétendre des aides? Antoine? Et malheureusement, non, si ce n'est les certificats d'économie d'énergie. Ouais, et si c'est pas, que pour les combles perdus par la région, si vous êtes Évidemment. dans la tranche, des revenus que la région impose. Mmh. Ensuite, Nicolas nous propose la question: «Est-il possible d'évaluer
parallèlement à le gain en En matière matière d'isolation d'isolation. acoustique. Alors, techniquement, c'est possible. Il y a un métier qui s'appelle les acousticiens, donc des bureaux d'études acoustiques, qui peuvent vous faire une simulation sur l'amélioration acoustique avant que vous vous lancez dans les travaux. Donc typiquement, pour ceux qui habitent à côté des voies rapides, non seulement par le vitrage, là où je vous recommande forcément d'opter pour le vitrage acoustique, mais aussi via les murs, via peut-être l'isolation des combles. Oui, mais ça, c'est à voir avec un acousticien. Ensuite, quels sont les délais? J'attends depuis 4 mois que l'organisme que j'ai contacté suite à mon premier contact avec France Photographe me rappelle. Alors, Ah, est-ce que c'est organisme qui verse l'aide? Alors, c'est possible parce que typiquement, l'aide du département fonctionne différemment que l'aide de l'État et encore différemment que l'aide des fournisseurs d'énergie. Malheureusement, c'est une fait, c'est compliqué, on est bien conscient et c'est des fois un petit parcours des combattants. mmh, Mais donc c'est Marraine qui pose cette question. Selon votre code postal, vous prenez contact avec nous pour qu'on puisse vérifier avec vous de quoi il s'agit et que si peut-être via notre réseau, on pourrait peut-être faire avancer votre demande. mmh. Ensuite, les aides peuvent être versées directement à l'entreprise pour éviter de faire l'avance des frais. Tu veux Ça, répondre? tu l'as un petit peu présenté, Ouais. et les entreprises mandataires, en effet, peuvent faire les demandes d'aide, à votre place. Ouais, exactement. Christiane d'Aubagne pose la question: «On ne reçoit les aides qu'une fois que tout a été payé?» Oui, c'est le principe. Sur facture acquittée. Sauf si vous êtes dans la tranche, modeste ou très modeste. Là, vous pouvez faire une, demande pour, avoir le premier versement avant le début de travaux. Est-ce que j'ai bien compris qu'il faut d'abord payer les non, ça c'est bon. Oui. J'ai déjà changé ma chaudière au fioul pour une Pâques. Les travaux restants peuvent-ils être considérés comme une rénovation globale? Le problème, c'est que vous avez, Bernard Durand, vous avez déjà amélioré un peu votre bâtiment. Ça veut dire qu'il faut agir sur les autres postes de travaux. Donc Mmh. forcément, pour viser la rénovation globale avec un gain énergétique de 55, le poste de chauffage, vous ne pouvez pas agir dessus. Donc ça va forcément le gros gain, à mon avis, ce sera la toiture et les murs et plus la ventilation et si la PAC ne fait pas l'eau chaude sanitaire, du coup aussi l'eau chaude sanitaire. Mmh. Bon, n'hésitez pas de prendre contact avec nous pour vérifier ces points. Ensuite, quelles sont les solutions pour isoler le plancher quand il n'y a pas de vide sanitaire? Tu veux Mmh. répondre? Bonne question. Pas de vide sanitaire, à part reprendre, enlever ces beaux carreaux et peut-être mettre un plancher chauffant ou une couche d'isolant et refaire le sol, là, comme ça, je vois pas. Si tu as une autre Mmh. solution, Johannes. Oui, si vous êtes plein pied, c'est très bien pour le confort d'été, c'est top. Oui. Après ça dépend aussi de votre revêtement. Est-ce que moi, par exemple, chez moi, j'ai opté pour du parquet. Forcément, en hiver, j'ai une autre sensation. La paroi froide, elle est pas pareille comme du carrelage. Si vous avez du carrelage et vous avez froid, le moins cher, c'est de jouer sur le revêtement avec, selon la saison, avec, des tapis, la banquette et si vous voulez aller vraiment plus loin, soit vous rehaussez et ça a un impact sur tout le reste de la maison, donc ça signifie une couche d'isolant. Si vous optez pour une couche fine, un isolant mince ou autre, du coup, vous n'aurez pas d'aide financière, mais ça va un peu changer votre confort, mais pas beaucoup.
ou si vous optez pour bénéficier des aides, mais forcément, les aides vous imposent. C'est quoi dans le plancher bas? C'est résistance thermique 3,7 aussi? Bon, en tout cas, ce sera au moins 5-10 centimètres. Donc, et voilà. Donc, si vous En êtes moyenne, je crois que pompier, c'est 7 centimètres. ouais. Donc, du coup, ce sera plutôt un très grand chantier, malheureusement. Ensuite, Maren nous demande que veut dire concrètement rénovation globale. Si par exemple, il y a déjà du double vitrage et que les combles sont isolés, ben, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut, ben, vous pouvez agir sur les autres postes de travaux. Les autres postes, donc ça signifie ben, Les murs, les murs, le plancher le bas, sol, le chauffage, la chauffage, eau ventilation, chaude, le chaude. ventilation, c'est ça. Tout ça, ça rentre dans un projet global. Donc, pourrait être valorisant pour un projet global. Après, si, comme j'ai expliqué dans l'exemple, si la décision se manifeste, est-ce que vous isolez les murs ou pas? Bah, du coup, voilà, la grosse question, c'est est-ce que les aides suivent de la même manière ou pas? Est-ce que, quel est le coût? Généralement, si la maison est déjà un peu isolée ou si vous avez déjà agi sur quelques postes de travaux, on peut simplifier que, bah, du coup, ça devient de plus en plus difficile d'atteindre le gain énergétique, de 55. Et ce que j'allais dire, en fait, au plus vous partez haut, donc sur le classement du DPE, en étiquette, je ne sais pas, vous avez isolé vos doubles vitrages et vos combles et vous vous retrouvez en étiquette C et sur le haut du C, ça va être compliqué d'aller chercher 55 de gain énergétique après ces deux postes-là. Exactement. On continue et la qualité question sur la qualité des matériaux. Est-ce que ça a une incidence sur les aides? Alors les aides de l'État, ils s'en fichent de ce que vous choisissez. Ce qui fait foi, c'est, les critères de performance, donc résistance Résistance. thermique, efficacité énergétique et cetera. Pareil pour les C2E, donc les certificats d'économie, donc les aides privées, mais pour les aides des collectivités, ça peut jouer. Typiquement la région, le pays d'Aix, là, vous aurez des bonifications. Mm. Ensuite, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas abordé les panneaux solaires, Les fameux. les fameux. Tu peux répondre? Oui, ben, en fait, on n'a pas abordé simplement parce qu'il n'y a pas de dispositif d'aide particulier, ou en tout cas qui correspondrait à ma prime rénov, au C2E, à tout ce qu'on a évoqué, puisqu'il existe une aide, c'est la prime à l'autoconsommation. Donc, c'est considéré déjà comme une aide, donc pas d'aide spécifique et pas de lien particulier à ce qu'on appelle la rénovation énergétique. C'est un gain, c'est un apport conséquent quand vous avez besoin de produire votre électricité pour diminuer vos factures, mais ce n'est pas ce qu'on appelle de la rénovation énergétique. Exactement. Je pense que c'est une très bonne occasion de vous vous voyez toujours mon écran? Oui. Ouais. Alors, qui Ah, connaît par hasard, qui connaît ça? Cette démarche Négawatt. La démarche Négawatt, c'est une association qui explique simplement que, bah, si on continue, le point initial est là, en tout cas, le monde aujourd'hui, on est là. Si on continue de la même manière, ben, ça sera très énergivore et très mauvais pour le climat et l'environnement. Eh ben, eux, ils proposent le scénario négawatt et dans l'ordre des choses, ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment précisé, c'est que, bah, bien évidemment, on évite, donc la consommation, donc tout ce qui est éco-gestes que vous faites au quotidien, j'imagine. Ben, ensuite, une fois quand tout est donc réduit et donc l'isolation fait partie, hein, c'est, vous réduisez vos besoins.
Ensuite, vous passez à des systèmes plus efficaces, donc avec un meilleur rendement. Et dans un troisième temps, vous envisagez l'énergie renouvelable. Et souvent, on reçoit des coups de fil des gens qui pensent que ça vaut le coup de dépenser 10 000 € pour des panneaux photovoltaïques sur le toit. Mais il faut savoir que les 10 000 €, peut-être à la fin du mois, ça change quelque chose sur votre facture, c'est sûr, mais ça ne change rien sur votre confort. Mmh. Donc, nous, dans l'ordre des choses, si vous avez une maison bien performante et avec des équipements bien efficaces, oui, les énergies renouvelables chez soi pour produire l'eau chaude sanitaire et pour se chauffer, oui, bien sûr, ça vaut le coup. Surtout pour être moins dépendant des, heu, des énergies. Voilà, on continue. Elisabeth Ray nous demande: «Aviez-vous des fiches de retour d'expérience? Le problème de la condensation est crucial suivant les méthodes et les matériaux, surtout pour le bâti ancien». Je suis d'accord avec vous. Mmh. On a parlé des choses, de manière très générale. Chaque bâtiment est différent et surtout les bâtis anciens, la particularité, avec les murs épais, bah, si on ne fait pas attention, on peut avoir effectivement des problèmes de condensation, de l'humidité dans le logement et ça, c'est à vérifier. Nous, on peut vous aider un peu en amont. Il y a aussi, l'artisan qui va vous apporter son point de vue, son conseil technique sur place. On organise aussi des visites à domicile, des visites des maisons exemplaires des gens qui ont fait des travaux sur le rénovation du bâti ancien. Une très bonne source d'information et on possède aussi des fiches des maisons, par catégorie de la construction, sur quoi on peut agir, avec quels matériaux et cetera. Donc ça peut être une source d'information pour vous. Mmh. Je continue. Avez-vous des retours sur le marché à suivre pour les aides C2E coup de pouce Renault Global? Quel délégataire, notre audit Caprenov, est-il accepté? Alors, pour le coup de pouce, la rénovation globale, donc, normalement, vous êtes censé aussi d'avoir un audit. Mmh. Vous, autant que France Rénov', je ne sais pas exactement, toi, c'est un collègue qui a aussi conseillé, si je ne me trompe pas. Ça, c'est à vérifier si votre structure a le droit. Question très spécifique. Nous, par exemple, dans Mmh. notre cas, nous, on utilise donc Caprenov. Caprenov, c'est un outil thermique que j'ai affiché dans mon exemple et qui a comme but de, informer les particuliers vraiment à titre informatif. C'est pas juridiquement, ce n'est pas Ça n'a pas de valeur. pas de valeur, je ne peux pas l'utiliser pour faire une demande d'aide financière. Bon, alors on continue. Est-il intéressant de faire un audit lorsque l'isolation des combles a déjà été réalisée et quand on a déjà de double vitrage? Alors l'audit énergétique, même si on fait une fois qu'on a fait des travaux, va pas forcément perdre, sa valeur parce que Mmh. c'est quand même si vous faites l'audit va faire un état des lieux aujourd'hui et il va vous faire des scénarios de travaux. Donc vous avez agi déjà sur 2 postes travaux, les combles, le double vitrage, comme la plupart des particuliers ici dans la région. L'audit, elle a son intérêt déjà de faire un état des lieux aujourd'hui, sur les autres postes, quelles sont les déperditions et surtout selon les différents scénarios de travaux, quels sont les gains énergétiques derrière? Donc et surtout, l'audit a son intérêt si vous visez le forfait de la rénovation globale. Mais Mmh. avant de se lancer dans un audit, là, du coup, Antoine et moi, on est là pour vous On faire est une là première simulation pour vous guider. pour pour estimer est-ce que ça vaut le coup ou pas. Alors, on continue. Loc avantage. Alors ça, c'est une question très spécifique pour les propriétaires bailleurs. Mmh. Et il existe déjà un webinaire sur loc avantage qu'on a déjà fait. Je Mmh. propose qu'on
On continue. Je viens de rentrer en réunion, puis avoir le résumé de la réunion. Oui, on va vous envoyer le webinaire demain et avec la présentation. Comme ça, vous avez toutes les infos, que vous pouvez revoir tranquillement. Je continue. Pour les panneaux solaires, je précise bien sur ma question portant sur la compatibilité entre les travaux de rénovation et la fourniture via les panneaux solaires. Alors, J'ai pas compris. moi, pas très bien non plus. Pour les J'essaie de panneaux solaires, je comprendre. précise bien sur ma question, portée sur la compatibilité entre les travaux de rénovation et la fourniture via les panneaux solaires. Bah, je vous donne. Fourniture d'énergie, Ouais. Alors, je pense. C'est un peu, oui, c'est un peu ce qu'on vous a dit sur le fait que ce soit pas de la rénovation énergétique, mais que ça participe au scénario, par exemple, comme a montré Johannes, de ouais, mégawatts sur ouais. nos Concrètement, un consommations. exemple qui me vient en tête, c'est vous avez un bâtiment ancien dans le centre historique, dans un petit village dans la Provence. Vos chambres sont sous la toiture, donc vous n'avez pas des combles perdus et peu d'ouverture et vous voulez quand même produire l'électricité et ou l'eau chaude. Et ben du coup, il faut vérifier d'abord si le toit est suffisamment isolé et si le toit n'est pas assez isolé, vous pouvez isoler par l'intérieur, donc sous rampant, sauf, vous perdez en hauteur et comme on a vu, les aides vous imposent une certaine épaisseur. Du coup, dans certains cas, ça vaut le coup d'envisager, du sarking. Ça signifie de rehausser la toiture pour mettre une bonne couche d'isolation. Du coup, les panneaux solaires, c'est bien évidemment dans un deuxième temps. Ça ne peut pas être tout de suite. Alors, on continue. Ma mère est usufruitière de la maison. Nous sommes 2 en nue propriété, non occupants. Comptons-nous 1 ou 3 personnes? Alors, pour les aides financières, notamment le MaPrimeRénov', votre mère peut faire une demande, de ma connaissance, auprès de MaPrimeRénov' en tant qu'usufruitière, Mm. plus les aides des fournisseurs d'énergie. Après, pour les aides des collectivités, c'est un peu plus spécial. Là, il faut faire une demande Mm. et attendre l'acceptation de la collectivité, s'il accepte ce cas de figure ou pas. Je continue. Oui, effectivement. Alors, il y a la question si l'assurance à souscrire pour l'éco-PTZ, est-ce que ça revient plus cher? Oui, effectivement, vous avez l'assurance à payer. Donc, ça, il n'y a pas d'intérêt à payer parce que c'est éco-prêt à taux zéro, mais il y a l'assurance, effectivement. Mon artisan vert est le nom de l'entreprise qui dit pouvoir s'occuper de tout. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Alors, il peut s'occuper de tout. Pour les aides financières, il faut qu'il ait la qualification RGE et s'il fait appel aux sous-traitants, que tous les sous-traitants ont la qualification RGE, bien évidemment. S'il fait la demande d'aide financière pour vous, il faut il est mandataire pour MaPrimeRénov' et ça, c'est bien vérifié en amont avant de signer quoi que ce soit et pareil pour les aides des fournisseurs d'énergie. Et pour les aides des collectivités, normalement, vous êtes censé de faire la demande vous êtes censé de faire la demande. Mm. Si lui, il le fait pour vous, bah, officiellement, bon après je sais que ça il y a certains qui le font, hein, mais officiellement, c'est comme si, il vous là, il faut vérifier, c'est comme s'il vous propose des démarches administratives à votre nom et est-ce qu'il le facture derrière? C'est ça le risque. Et est-ce que s'il le fait, si jamais ça ne marche pas, si rien est écrit sur un devis et si ça marche pas, parce qu'il a oublié, une échéance ou il a oublié un document, du coup, là ça craint.
Et là, vous n'avez plus la main dessus. Mmh. Alors, je continue. Si je bénéficie des aides aujourd'hui pour ma maison et que je la vends dans 6 mois pour acheter une autre, est-ce que j'aurai droit aux mêmes aides pour ma nouvelle maison? Alors, si tu Ça veux, je peux dépend. répondre. Vas-y. A priori, non. La question, on peut bloquer sur la revente dans 6 mois. C'est-à-dire que quand vous faites une demande MaPrimeRénov', vous êtes censé habiter votre logement en tant que résidence principale pendant au moins 6 ans après la fin des travaux. Exactement. Donc, au bout de 6 ans, si on change de 6 mois en 6 ans, ça marche. Mmh. Et pareil pour les aides des collectivités. Nous, on a des cas de figure que, la personne a bénéficié de l'aide du département. Elle a tout au début quand l'aide a apparu, mais, là, elle a refait une demande, en printemps et ça fonctionnait. Bon, donc pour certains cas de figure, ça marche, d'autres, pas. Et souvent par des dispositifs, le département, c'est pareil, oui, Provence Éco-Rénov', je crois que c'est 5 ans entre chaque demande, 4 ou 5 ans. Ouais. Fort probable. Je ne sais pas exactement. Ensuite, peut-on choisir ses artisans avec EFI? Alors EFI, bah, vous avez entendu, EFI, c'est une société privée, donc Mmh. une société privée qui est présente sur, toute la France, qui a un réseau des sous-traitants, RGE. Si votre sous-traitant qui travaille pour EFI est aussi dans notre liste des signataires de la charte de qualité de la métropole, bah, c'est plutôt un bon signe. Ça, c'est à vérifier en amont. Mmh. Ensuite, quelle est la part de l'ANA? Alors l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, gère aujourd'hui MaPrimeRénov'. Si vous êtes dans la tranche très modeste et vous voulez engager une rénovation globale avec un opérateur de l'ANA, vous l'opérateur va faire une demande auprès de l'ANA. C'est pour ça qu'on parle de l'ANA. Si vous êtes dans la tranche de revenus intermédiaires ou supérieurs, ouais, on Ce sera parle de MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov'. Ouais. J'ai déjà bénéficié d'aide pour le poêle à bois et pompe à chaleur. Puis-je bénéficier d'aide pour l'isolation des combles? Bah oui. Oui, c'est un peu ce qu'on disait, hein, sauf si vous avez déjà fait une demande Provence Éco-Rénov', par exemple. Malheureusement, ça ne reprendra pas en compte votre demande. Il faudra attendre 4 ans ou 5 ans. Mais pour MaPrimeRénov', il n'y a pas de problème. OK. Je j'ai un très bon retour d'expérience d'un particulier. Par expérience, il faut être patient, mais les aides arrivent toujours. Provence Éco-Rénov', j'ai attendu 1 an. Ah! Ouais, ça c'est malheureusement, ouais, je suis désolé pour la personne et pour tous les autres qui subissent la même chose. Oui, c'est le fait et ça explique pourquoi, parce que non seulement, en fait, le département fait des commissions qui vont évaluer chaque demande individuellement et bah, ça prend son temps et le département a une seule personne qui gère tout ça ou 2 et voilà. MaPrimeRénov', c'est différent. Il y a Ah ouais, c'est comme particulièrement Provence Éco-Rénov' qui ouais, pose problème. c'est ça. À nous, comme aux particuliers. D'accord. Alors, je propose à Flavie Schrive de nous contacter pour en discuter parce qu'il pose des questions très spécifiques sur RGE études, audit. Je Mmh. pense que c'est le plus simple, mais oui, on a si vous êtes, bureau d'études et RGE, vous pouvez aussi, bah, selon où vous êtes, vous pouvez aussi signer notre charte qualité et devenir professionnel référencé. Donc au moment qu'on s'adresse aux particuliers, mais on peut donner, la liste, des avec votre nom aux particuliers et ça peut donc, faire venir plus de particuliers, plus de nouveaux clients. Alors, il y a des premiers remerciements. Je continue. Si les travaux d'isolation de toiture sont faits et nécessaire est-il nécessaire de faire des travaux pour baisser la hauteur de plafond? Heu, Il L'isolation de s'agit toiture, est-il nécessaire de faire des travaux pour
Dans Est-ce l'absolu, que je dirais non, si on comprend la même question, Johannes. Je alors vois moi je pas pourquoi on baisserait le plafond. alors s'ils sont faites, donc ça veut dire que Après, ça dépend ce que vous avez isolé, si c'est les rampants, si c'est les combles, si c'est c'est le ça, plancher des combles, si c'est le plafond des combles, là, c'est un peu exactement. particulier. C'est différentes manières. Je vous donne un Ouais, exemple, maison des années 90, un peu style, heu, je veux dire pavillon des années 90, un peu style villa. Une villa un peu plus spacieux avec un salon style cathédrale très haut, de au moins 4, 5, 6 mètres. ouais. Oui, on a un salon, qui a avec un énorme volume et en hiver très Mmh. difficile à chauffer. Donc là, ça vaut le coup éventuellement de pas s'embêter, de peut-être de créer un faux plafond pour réduire le besoin de volume chauffé. Mmh. Aussi, c'est pareil, si c'est une question spécifique, contactez-nous, hein, il y a plusieurs solutions. Il y a, comme disait Johannes, vous pouvez rabaisser votre plafond, vous pouvez mettre un déstratificateur d'air, enfin, il y a des solutions. Tout à fait. J'ai Bon, l'impression qu'on est venu à bout des questions. ouais, je pense aussi. On est que 29. Il est 8h moins quart. Bon, bah, merci aussi pour votre présence. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de nous contacter individuellement, donc Antoine et moi, via nos structures. Bah, j'espère que ça vaut le coup de rénover, en tout cas vu les circonstances. Après, bah, un bon projet, bah, c'est surtout un projet bien préparé, hein. C'est la clé. C'est le top. Et voilà. Ben, merci à tous et Merci à tous. à bientôt. Merci Johannes pour la conduite de ce webinaire. Merci à toi, Antoine, et bonne soirée. Toi aussi, Allez, à au bientôt. revoir. Au revoir.